Nouveau rendez-vous de l'actualité nationale sur Eden Télévision. Bienvenue à tous et merci de nous préférer. Au sommaire de cette édition, la réponse à la levée de la motion de grève par l'intersyndicale de la maternelle et du primaire est tombée. Maxime Agosouvet, signateur de la dite motion, n'est plus membre du bureau directeur national de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Nous y reviendrons. Point de presse du premier substitut du procureur de la République sur les crimes rituels, la cybercriminalité et l'usage des réseaux sociaux. Ce mercredi 21 mars 2017, il met en garde les différents auteurs. La communauté internationale célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau. Nous irons à la découverte du thème de cette édition dans ce journal. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Je vous le disais en titre, Maxime Agosouvet, secrétaire général du Synecret PPA AFES lié à l'UNSTB, n'est plus membre du bureau directeur national de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Cette sanction est le résultat de la signature par Maxime Agosouvet de la levée de la motion de grève de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire IMP. Il aurait pris sa décision sans consulter la base et ce, contre l'avis majoritaire de la soixantaine de membres que compte l'IMP, a laissé entendre le secrétaire général de l'UNSTB, Emmanuel Zonon. Écoutons à présent un autre membre de l'UNSTB à ce propos. Considérant les délibérations du bureau directeur national de l'UNSTB, en sa séance du 28 décembre 2017, lesquelles délibérations ont opté pour un mouvement de grève générale. Considérant que dans cette logique, les syndicats de base du membre affilié à l'UNSTB, à travers l'intersyndicale de la maternelle et du primaire, sont rentrés en mouvement de grève le 23 janvier 2018. Un groupuscule de secrétaires généraux, leaders de l'IMP, conduit par le camarade Maxime Agosouvet, secrétaire général de Synecret PPA, affilié à l'UNSTB et membre du bureau directeur national de cette confédération, ont pris une motion de suspension sans consultation de leur base, et ce, contre l'avis majoritaire de la soixantaine de membres que compte l'IMP. Considérant les délibérations du bureau directeur national de l'UNSTB, en sa séance du mercredi 21 mars 2018, lesquelles délibérations ont condamné avec véhémence les agissements du camarade Maxime Agosouvet et proposé sa suspension. Décide de la suspension du camarade Maxime Agosouvet de ses fonctions de membre du bureau directeur national de l'UNSTB. Par conséquent, à titre conservatoire, il ne peut ni participer aux activités du bureau directeur national de l'UNSTB, ni représenter ou prendre des engagements au nom de la Confédération dans aucune instance de décision. Fait à Cotonou, le 21 mars 2018. Le bureau directeur national. Des propos recueillis par Laurent-Antonin Kessifiacre Voitan et à présent face à la recrudescence des crimes rituels au Bénin, attribués à la montée de la cybercriminalité, à la publication sauvage d'images macabres des assassins sur les réseaux sociaux, le premier substitut du procureur de la République a fait une déclaration ce mercredi au tribunal de première instance de Cotonou. Le parquet met en garde les auteurs et complices de ces faits. Il a rappelé que ces infractions sont punies par la loi en vigueur au Bénin. Les téléphones portables et ordinateurs sont désormais envahis d'images d'enfants enlevés, puis sauvagement mutilés, d'hommes et de femmes morts dans des conditions effroyables et d'éléments audio réalisés par des personnes faisant l'apologie des sacrifices humains ainsi que des crimes rituels. En premier lieu, les atteintes à la vie humaine
et plus spécifiquement les homicides, font partie des infractions les plus durement punies dans notre législation. Les auteurs et les complices de ces infractions encourent les mêmes peines. Il s'agit de la prison à vie en application des articles 295 et suivants de notre Code pénal. En conséquence, le parquet poursuivra avec la même fermeté aussi bien les praticiens qui initient des jeunes avides d'argent à ce type de rite que les adeptes de ces cultes. En second lieu, les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Le parquet rappelle à toutes fins utiles que la divulgation sans précaution d'images macabres, souvent à destination d'un public jeune, constitue une infraction à la loi pénale. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l'ordre public ou aura été susceptible de la troubler ou aura incité à la haine entre citoyens, est punie de peine d'emprisonnement et d'amende. Il en est de même de la diffusion de toute information susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier qui est puni d'une année d'emprisonnement et ou d'une amende de francs CFA 5 millions. C'est dire donc qu'en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le numérique, le Bénin dispose de l'arsenal législatif suffisant pour instruire et réprimer toute divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques pour retrouver les auteurs des messages postés sur les réseaux sociaux. La poursuite sera dirigée non seulement contre ces auteurs, mais aussi contre toute personne relayant les fausses informations. C'était à l'instant Mario Métonon, premier substitut du procureur de la République, qui se prononçait sur la recrudescence des crimes rituels et le mauvais usage des réseaux sociaux. Et face à ces crimes crapuleux, Eden TV a décidé d'interroger les citoyens sur leur perception de ces pratiques que rien ne justifie et sur les précautions qu'ils prennent pour protéger leurs enfants. C'est Ohuno qui les aide à avoir ce fétiche-là, ou bien ce beau-là, ou bien ce vaudou-là qu'il faut s'attaquer. Parce que ce n'est pas au premier kidam qui arrive vers vous et qui demande l'impossible pour avoir de l'argent qu'il faut donner, dans les mains desquelles il faut mettre ce fétiche-là, sachant que ça aura des conséquences très néfastes par la suite. Les Rounon ont une très grande responsabilité dans cette affaire. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Les jeunes, je ne dirais pas qu'ils sont inconscients, mais ils ne mesurent pas toujours tout à fait la portée de ce qu'ils font. Donc pour moi, les parents, mais avant les Rounon. On sait que dans ce pays, il y a une association de vaudounos ou autre là. Il faut travailler dans ce sens. Les responsables de cette association doivent sensibiliser les adhérents, doivent les sensibiliser. Et s'il le faut, frapper fort, déjà à leur sein. Vraiment, ça commence par faire peur. Parce qu'au début, c'était quelques-uns dans la ville. Mais actuellement, c'est comme une chose qui est à la mode. Et chaque fois, on entend qu'ils ont tué telle personne, ils ont recueilli son sang pour des rituels. Mais après mes enquêtes, j'ai constaté que c'est des jeunes en quête d'argent facile. Et ceux qui ne veulent rien faire pour trouver de l'argent, c'est les jeunes communément appelés les gaïmans qui sont en train de faire ces mauvaises pratiques-là. Mais moi, je crois que si le gouvernement veut finir avec ce problème-là, une journée seulement suffit. Il suffit d'appeler les grands prêtres traditionnels
les Bokonon, les Vaudouans en général, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette affaire-là. Un. Et de deux, il y a des gens qu'on a entendus sur la radio qui donnent ces fétiches-là, qui boivent du sang humain. Ils peuvent directement les appeler, bien les interpeller pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce qu'il faut ça pour qu'on puisse vivre dans le pays? Est-ce qu'il faut ça pour gagner de l'argent? Donc, si parle avec ces gens-là, je crois bien que ça va s'arrêter. Ou bien même mener des enquêtes sur des jeunes qui ont ces fétiches-là chez eux et les arrêter. S'ils ne commencent pas les punir, je crois bien que ça va vite s'arrêter. L'eau, la réponse est dans la nature. C'est le thème de la Journée mondiale de l'eau célébrée par la communauté internationale ce jour. Pour mieux comprendre ce thème, Maury Aguar a tendu son micro à Emmanuel Lanouin, enseignant-chercheur. Notons qu'il intervenait sur nos antennes Escalité, chef département d'hydrologie et gestion des ressources humaines en eau à l'Institut national de l'eau quelques heures avant sa nomination au poste de directeur de cabinet au ministère de l'énergie et de l'eau. Il faut dire que cette année, ce thème qui est l'eau, la réponse est dans la nature, est une invitation de la communauté internationale à réfléchir sur comment nous pouvons exploiter les atouts de la nature pour régler, pour faire face, n'est-ce pas, aux défis liés à l'eau, tels que les inondations, telles que les sécheresses, telles que les crises, n'est-ce pas, d'eau, le manque d'eau, parfois dans certaines régions du pays, les zones à accès difficiles pour ce qui concerne l'eau souterraine. Et donc, il faut exploiter la nature pour que, de façon judicieuse, pour que nous puissions trouver les solutions à apporter à ces contraintes liées à l'eau. Lorsque vous voulez améliorer la disponibilité de l'eau, mais il faut déjà commencer par reverdir le territoire pour permettre que la végétation puisse faire infiltrer beaucoup plus d'eau souterraine que l'on peut mobiliser après. Il faut également, par exemple, que les zones humides soient restaurées pour permettre au cycle de l'eau de se porter mieux. Il faut par exemple une bonne gestion de nos lacs et lagunes qu'il ne faut pas polluer parce que nous tirons des ressources halieutiques importantes de ces zones humides-là. Donc quand je pense au lac Aimé, il faut protéger les bords de ce lac. Il faut faire en sorte que le lac ne se comble pas. Il faut donc des mesures, n'est-ce pas, de gestion durable des terres, des mesures, n'est-ce pas, de gestion durable de nos forêts. C'est pour cela que cette année, le thème est donc l'eau, la réponse est dans la nature. C'est-à-dire que la réponse que nous allons apporter pour les problèmes liés à l'eau sont naturellement dans la nature. Parce que lorsque nous détruisons la qualité des sols, lorsque nous polluons nos sols, eh bien, cela se retourne en même temps contre nous dans l'eau que nous allons mobiliser. Qu'elle soit l'eau de surface ou l'eau souterraine, eh bien, notre pollution nous revient dans nos verres. Voilà pourquoi il est important de tenir compte de la nature et de profiter, n'est-ce pas, des atouts que la nature nous offre pour résoudre les problèmes liés à l'eau. Poursuivons dans ce même registre des journées mondiales. La célébration ce 21 mars de la Journée internationale des forêts. C'est en 2012 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui, au Bénin, a abrité la cérémonie officielle. Au menu, nettoyage et mise en terre de plants dans la ville en harmonie avec le thème de cette année, forêt et ville durable, faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité ce 21 mars 2018 le site national où s'est déroulées les cérémonies entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts. Forêt et ville durable, faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. C'est le thème de cette édition que justifie le directeur général des eaux, forêts et chasse. C'est ici que se produit surtout les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone,
qui constitue l'essentiel des gaz à effet de serre. Les arbres ont cette capacité de consommer donc le CO2 et de rejeter, disons, l'oxygène. Alors, si la ville va être durable, si les gens vont vivre durablement dans la ville, il faut bien qu'il y ait cet oxygène. C'est pour cela que dans les espaces, il est prévu que nous créons donc des poumons verts pour la séquestration du carbone. Encourager, voyez-vous, la communauté internationale, les populations, les élus locaux, d'accord, à réaliser à l'intérieur donc des villes, des forêts, des bois, des promenades. Le choix de la ville d'Abomey-Calavi n'est pas anodin. L'année dernière, nous avons si bien compris que nous avons travaillé avec vous pour pouvoir reboiser un certain nombre d'espaces libérés, notamment celui sur qui nous sommes, d'accord. Et également, nous avons reboisé d'autres espaces et des artères au niveau d'Abomey-Calavi. Et vous nous avez accompagnés, vous avez fait vraiment ce qui est de votre devoir pour que nous puissions vraiment réaliser ces plantations-là. Actuellement, nous avons réalisé ces plantations, mais il faut les entretenir. Et c'est pour ça que nous avons pensé que nous autres, notre manière de célébrer forêt et ville durable, c'est d'entretenir les espaces verts que nous avons réalisés l'année dernière avec vous. Des espaces verts devenus des tas d'ordures au cœur de la ville d'Abomey-Calavi et sans entretien. Le directeur des services techniques de la commune indexe les citoyens. Mais comme vous l'avez constaté, les populations transforment le site en dépotoir. Même si la mairie doit faire cet entretien, c'est sur leur fonds que la mairie le fait. C'est le principe de pollueur-payeur. C'est sur les impôts que eux et population payent que nous allons faire l'entretien. Et si la mairie ne dispose pas d'assez de fonds pour faire l'entretien, la mairie va procéder à l'augmentation des taxes et des impôts. Donc, qui payent finalement, ce sont les populations. Autant avoir le comportement de ne pas jeter pour que la mairie ne soit pas obligée de leur demander de payer de leur poche pour cet entretien. Quant au premier adjoint au maire de la ville d'Abomey-Calavi, il a pris des engagements pour un meilleur suivi des plans nouvellement mis en terre. Je voudrais vous témoigner notre reconnaissance pour le choix de notre commune et vous rassurer de ce que nous allons nous associer à l'inspection forestière de l'Atlantique et du littoral pour le suivi et la protection des plans mis en terre pour le bien-être de nos populations. Alors que le couvert forestier régresse, le directeur général des eaux, forêts et chasses a exhorté la mairie d'Abomey-Calavi à mieux s'organiser pour entretenir les arbres plantés sur tous les autres sites de la ville. Autre courant d'information, dans la nébuleuse des rails au Bénin, le chef du gouvernement béninois, Guillaume Talon, proposerait la sortie des deux protagonistes du projet au profit d'un repreneur chinois. En réaction, le groupe pétrolin, par la voix de Claudine Afiavi Prudencio, dit être ouvert à toute négociation, mais attend la notification d'une telle décision de la part des deux États concessionnaires que sont le Niger et le Bénin. Suivant l'intégralité de l'interview que Claudine Afiavi Prudencio a accordée par téléphone à la radio Diaspora, chaîne du même groupe de presse qu'Eden Télévision. Bonjour Madame Claudine Afiavi Prudencio. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci de répondre à l'invitation de Diaspora FM dans cette nébuleuse des rails au Bénin. Dans une interview publiée ce 19 mars par Challenge et repris par plusieurs organes de presse et au Bénin, le président Talon aurait confié à ses interlocuteurs qu'il souhaiterait que les groupes Bolloré et Pétrolin se retirent à l'amiable du projet de réhabilitation et de construction de la voie ferrée Cotonou-Niamey. Dites-nous, avez-vous connaissance de cette information? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons bel et bien connaissance de ce souhait du président Patrice Talon. Mais nous tenons à préciser que le retrait de Pétrolite du chemin de fer n'a aucun lien avec le retrait de Bolloré du chemin de fer. Une décision de la Cour d'appel de Cotonou, renforcée par l'arrêt de la Cour suprême, a décidé que la concession faite à Bolloré est une voie de fait et a ordonné à Bolloré de cesser tous travaux sur la ligne ferroviaire. Il résulte de ce qui précède que le départ de Bolloré est une décision judiciaire qui est exécutoire, alors que le retrait de Pétroline
sera le résultat d'une négociation entre lui et les États. Je vais renchérir en disant que Petroline a des droits que lui confère la notification de l'adjudication et les décisions de justice intervenues. Les termes des négociations projetées entre les États et Petroline n'ont aucune conséquence sur l'injonction faite à Bolloré de cesser tous travaux sur les chemins du fer. Il s'agit d'une conséquence de l'effet relatif des contrats, donc la négociation entre les États et Petroline n'empêche pas d'opposer la décision de justice à Bolloré. Le président Talon a-t-il formellement notifié au groupe pétrolin cette option? Cette option n'est pas encore formellement notifiée au groupe pétrolier. Et le président Talon ne serait pas favorable au fait qu'un opérateur économique tout seul investisse dans la réhabilitation du projet. Comprenez-vous cette position? Monsieur le journaliste, nous ne comprenons pas pourquoi le président Patrice Talon pourrait estimer qu'un investisseur tout seul investisse dans la réalisation du projet. Nous tenons à rappeler à l'attention de l'opinion publique que si Petroline a été déclaré adjudicataire, c'est justement un appel d'offres international. Il en a jugé capable financièrement et techniquement. Selon un commentaire du journal, Samuel Dossou Aoré n'aurait pas la surface financière suffisante pour faire le travail. Comment comprenez-vous cette affirmation, cette position? Nous ne savons pas sur quoi les auteurs de cette allégation ou le journal auquel vous faites allusion se basent pour affirmer une telle chose. Petroline a fait ses preuves en réalisant sur fonds propres le port sec de Parakou et dont l'ampleur des investissements peut être constatée sur place à Parakou. Petroline a rendu disponibles les frais d'indemnisation des présumés propriétaires du domaine du port en eau profonde de Sénégal. Il s'agit d'une obligation qui incombait à l'État béninois, que Petroline a suppléé. Petroline a fait ses preuves dans plusieurs pays en Afrique, en Europe et aux États-Unis. En tout état de cause, un opérateur crédible comme Petroline a toujours le soutien de ses partenaires internationaux. En croire Challenge.fr, Madame Claudine Prudencio, le Bénin et le Niger s'accorderaient sur le choix de la Chine pour reprendre en main le projet contre une équitable indemnisation. Seriez-vous favorable à cette option? Petroline attend d'être officiellement saisi des propositions des États. Petroline n'a pas été saisi officiellement pour le moment. Parce que saisi officiellement, c'est que les deux États lui adressent un courrier. Pour le moment, Petroline n'a pas encore reçu ce courrier et Petroline attend ce courrier. Merci à vous, Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Merci, monsieur le journaliste. Eh bien, ce journal se poursuit encore un mois et quelques jours et le recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP prendra fin dans sa phase actuelle. À Glodibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'engouement des populations restait identique à celle des premiers jours. Pour le savoir, François Carnot, Ngbédélento et Fiacre Voitan ont sillonné quelques sites d'enrôlement de la localité. Suivez plutôt. Démarré le 1er novembre 2017 sur l'ensemble du territoire national, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP suit son cours dans chacune des communes du Bénin. À presque un mois de la fin de l'opération, dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement de Glodibé, le taux d'enrôlement est estimable à 80%. C'est ce que nous confie Bassabi Issifou, Nouroudine, agent formulaire. Par rapport au recensement qu'on a eu à faire depuis le début de l'opération, on peut estimer que le taux qu'on a eu à faire, ça avoisine à 80% comme ça, depuis le démarrage de l'opération. Une opération qui n'est pas sans difficulté pour les agents formulaires. Oui, les difficultés qu'on a eu à rencontrer, bon, ça c'est par rapport... En tout cas, les gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas les informations qui figurent sur les fiches, à savoir la date et le lieu de naissance de leurs parents. Et surtout ça. Des fois, les gens viennent ici pour nous influencer par rapport à leurs titres, pour dire qu'ils aussi sont des intellectuels, croyant que et ils ne savent pas que nous aussi, nous sommes des intellectuels. Donc, contrairement à certains endroits où il y a d'affluence, ici, selon les personnes rencontrées sur place, l'enrôlement ne dure pas. Dame Angélique Yayi et Paul Ronconon témoignent. C'est bon. Ça ne dure même pas. Parce que ce matin, moi, je suis venue à 6 h pour m'inscrire les noms et les enfants. Et maintenant, à l'heure là, je suis déjà fini. C'est pas compliqué. Sortez très massivement et c'est bon. Les Béninois n'aiment pas sortir à temps.
Et c'est à la dernière minute qu'ils ont préféré sortir. C'est pourquoi à des endroits donnés, il y a du monde. Sinon, que hier, j'étais déjà à Cotonou, je voulais faire ça là-bas, mais j'ai vu qu'il y avait trop d'affluence. J'étais obligé de replier. Voilà qu'il ne resterait qu'un mois pour la suite du RAVIP. Les populations auront-elles un probable prolongement? L'agent formulaire Bassabi Issifou Nouroudine répond. Bon, pour le moment, nous n'avons pas l'habilité à dire cela. Mais bon, les gens estiment qu'ils peuvent prolonger. Mais pour le moment, nous, les agents formulaires, on ne peut pas infirmer ou bien confirmer s'il y a un probable prolongement. Sinon, pour le moment, notre mission prend fin le fin avril. En attendant la fin de l'opération en avril, il est important de rappeler que le recensement administratif à vocation d'identification de la population est une opération de recensement massif et initial de la population en vue de réaliser au plus vite l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Vous venez ainsi de suivre le constat du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP à Golo-Djigbe. Maintenant, pour finir cette édition, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 mars 2018 au Palais de la Marina sous la présence effective du chef du gouvernement béninois, Athanase Talon. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, notamment la construction de plusieurs musées au Bénin. Des nominations ont été aussi prononcées. Suivez le garde des Sceaux, Joseph Diogbeno. Sélection de cabinets pour la mise en œuvre des projets de construction des musées d'Abomey, d'Alada, de Porto Novo, de Ouida et de la Marina, porte du non-retour. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme un pôle majeur de croissance économique dans notre pays. À ce titre, de grandes réalisations sont prévues pour soutenir le secteur. Au nombre des projets figure le développement d'équipements culturels et touristiques des localités d'Abomey, d'Alada, de Ouida et de Porto Novo. À cette fin, les sites identifiés seront valorisés et transformés en de véritables attractions touristiques à forte potentialité économique. Dans cette perspective, des négociations ont été engagées avec des cabinets spécialisés de renom en vue de disposer de dossiers architecturaux et d'études techniques détaillées pour amorcer la phase de construction des infrastructures. Ces cabinets exécuteront les missions complètes de maîtrise d'œuvre en partenariat avec des cabinets béninois pour favoriser le partage d'expériences et le transfert de compétences. Il s'agit de, premièrement, atelier d'architecture de Valence Loutati pour le projet de construction du musée de l'épopée des rois d'Abomey et de l'arène des Vaudous non masqués. Deuxièmement, agence Françoise Ntépé pour le projet de construction du musée esclavage, Résistance et mémoire Toussaint Louverture d'Alada. Troisièmement, agence d'architecture Zuo Montpellier pour le projet de construction du Musée international des arts et civilisations du Vaudou Orisha et de l'arène des Vaudous masqués de Porto Novo. Quatrièmement, EREMPCO pour les projets de construction à l'identique de la cité historique de Ouida et de construction de la Marina, porte du non-retour. Cinquièmement, les crayons pour la scénographie et l'éclairage muséal sur les projets d'Abomey, d'Alada et de Porto Novo, ainsi que les équipements culturels et touristiques de Ouida et de la Marina. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à l'effet d'effectuer les diligences en vue de la contractualisation avec ces cabinets. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement,
Monsieur Alban Bienvenu Bessan. Contrôleur financier, Monsieur Éric Georges Yétoyon. Conseiller technique au budget, Monsieur Latifou Franck Digla. Conseiller technique aux affaires fiscales, Monsieur Jean Toboula. Au ministère de l'Eau et des Mines, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Aïnde E. Laouin. Secrétaire général adjoint, Monsieur Youssouf Abou. Directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière, Monsieur Évariste Agli. Directeur général de la Société béninoise des hydrocarbures, Monsieur Issifou Moussa Yari. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.